Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de l'emploi, chaque mardi de 12h30 à 13h sur Décideur TV, nous dressons un tableau de l'emploi au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Muriel Rocher, directrice des ressources humaines d'ING Direct France. Muriel Rocher, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle dans un premier temps rapidement votre parcours. Vous êtes ingénieur de formation, diplômé de Télécom Paris Tech. À la sortie de l'école, vous choisissez d'abord de vous orienter vers le marketing au sein du groupe Philips, dans lequel vous allez œuvrer comme chef de produit pendant 5 ans avant de vous diriger vers le département des ressources humaines et de prendre la direction au sein de ce département dans ce même groupe pendant près de 15 ans. Puis, vous avez un bref passage au sein de l'entreprise Pace France, qui est un fournisseur de terminaux numériques, mais vous rejoignez assez rapidement, depuis 2009, le groupe bancaire ING, d'abord comme vice-présidente des ressources humaines, puis depuis février de cette même année, février 2013, comme directrice des ressources humaines. Alors, pour commencer cette actualité toute chaude de votre groupe, à savoir que Ralph Hammers succède aujourd'hui à Jan Hommen à la tête du groupe ING dans un contexte difficile puisque le groupe doit se désendetter pour rembourser encore la moitié des 10 milliards d'euros d'argent public perçus en 2009 par l'État néerlandais. Du côté de l'emploi, puisque c'est ce qui nous intéresse, on est passé de 131 000 salariés fin 2008 à 83 000 aujourd'hui. Alors ça, ce sont les chiffres du groupe, mais comment cela se passe dans la filiale française ? Alors en France, en fait, en 2013, l'actualité, c'est la création d'ING Banque France. Donc je vais juste préciser mon poste, je suis directrice des ressources humaines d'ING Banque France et non plus seulement d'ING Direct, puisqu'en mai 2013, nous avons rapproché les activités de financement des grandes entreprises, donc qui s'appelle ING Commercial Banking, et ING Direct, qui est la banque en ligne, donc pionnier de la banque en ligne et leader en France. Qui donc collecte l'épargne des particuliers. Voilà, tout à fait. Donc ce rapprochement nous permet d'une part de collecter effectivement l'épargne des particuliers et de proposer une gamme de produits complète au niveau bancaire et simple. Et en fait, d'utiliser l'épargne collectée en France au bénéfice d'entreprises françaises. Oui. Et donc, c'est un projet qu'on appelle One Bank, qui est de créer des entités dans les pays qui permet de pérenniser et de développer l'activité d'ING, dans le cas qui nous intéresse, en France. Alors, du coup, en termes d'emploi, maintenant, cette nouvelle entité qui réunit, comme vous l'avez dit, ING Direct et ING Commercial Banking au sein d'une seule entité, ING Banque France. Combien y a-t-il de salariés dans cette ING Banque France ? Alors en France, nous sommes 600. 600. 450 collaborateurs pour ING Direct et 150 pour ING Commercial Banking. Alors j'imagine que pour vous, parce que ça a été effectivement annoncé cet été, cette fusion, j'imagine que vous êtes en plein dans cette conduite du changement, vous en train de œuvrer à finalement créer des synergies entre ces deux entités d'un point de vue RH. Oui, tout à fait. Donc effectivement, ce rapprochement, c'est un grand challenge pour les ressources humaines et pour tous les collaborateurs d'ING en France. Nous devons faire face à des changements en identifiant quelles sont nos forces, sur quelles synergies on peut construire l'avenir. Ce rapprochement, il est fait dans un objectif de développement des activités, que ce soit au niveau de la banque commerciale qu'au niveau de la banque de détail. Et nous avons aussi un gros enjeu au niveau de notre culture d'entreprise qui est très forte chez nous et que nous voulons vraiment positionner comme un avantage concurrentiel. Alors, vous le savez, le principe de l'émission, c'est aussi que les internautes ont la parole. Paul réagit à cette annonce de fusion, se posant la question, va-t-il y avoir de nouvelles suppressions de postes ? En France, nous sommes en croissance, nous avons un plan de recrutement, nous recrutons en moyenne 100 personnes par an et en 2013, on va aller au-delà de la centaine et on a aujourd'hui 30 postes ouverts. Donc il n'y a pas du tout d'actualité de réduction de postes en France. Donc là, les effectifs de chaque entité sont conservés et vous allez même recruter 30 personnes supplémentaires ?
Voilà, il y a 30 postes ouverts aujourd'hui, alors principalement au niveau de la banque de détail, donc au niveau d'ING Direct, mais il y a aussi quelques postes commercial banque. Alors on aura peut-être l'occasion plus tard de rentrer dans ce détail du recrutement. Je voudrais continuer sur cet aspect conduite du changement. Vous avez tweeté, parce que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Ce matin justement, un article sur la nécessité pour une organisation de vaincre ses démons pour finalement rentrer dans une nouvelle dynamique. Alors, est-ce que vous-même, vous avez dû combattre des démons chez ING ? Alors le changement, c'est un grand thème aujourd'hui. La société change, le modèle bancaire, pour ce qui nous concerne, évolue aussi. Et puis, pour ING, comme on est dans ce projet de rapprochement, on est aussi confronté à des changements au quotidien. Donc c'est vrai qu'on a parfois le sentiment que tout change autour de nous et on accorde au niveau d'ING une importance particulière au management de ce changement. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est d'identifier ce qui reste, quels sont nos points de force, quels sont nos points d'appui pour la suite, et puis quelles améliorations il faut mettre en œuvre, et puis quelles innovations. Et nous, chez ING, on aime bien innover, et donc ça va être clairement, par exemple, un des points de force sur lequel on va s'appuyer pour développer les nouveaux produits, les nouveaux process, alors, ou les nouvelles façons de travailler. De points de force, de points d'appui, de ce qui est permanent, qu'est-ce qui reste alors justement ? Justement, alors nous, on va s'appuyer sur notre culture d'entreprise dont je parlais tout à l'heure. On a une culture d'ouverture, on favorise le goût du challenge, la convivialité, l'esprit d'équipe est aussi très important et on veut développer une entreprise apprenante basée sur la collaboration et en travaillant ensemble, en créant des groupes de travail multidisciplinaires, on veut développer les nouveaux services pour nos clients et en parallèle aussi nos nouveaux process internes, par exemple les process ressources humaines, on les construit comme ça. Alors, vous avez parlé de multidisciplinarité. Alors, concrètement, est-ce que vous menez, quelles sont les actions en fait au sein d'ING pour faire travailler peut-être différents services ensemble ? Alors, on a plusieurs actions. Si je prends un exemple ressources humaines, par exemple, un des premiers points qui a émergé quand on s'est rapproché en France, c'est la question de la mobilité interne. C'est une grande attente des collaborateurs et on a créé un groupe de travail avec des collaborateurs de la banque commerciale, de la banque directe, de différents métiers, des métiers du marketing, des métiers de l'informatique, des ressources humaines bien sûr, des métiers support. Et on a revu notre process de mobilité interne en redéfinissant quel est son objectif, quelles sont les règles et comment est-ce qu'on peut favoriser ce process qui était un des premiers, qui était une des premières demandes qui a émergé de la part des collaborateurs. Mais on peut travailler aussi sur ce type de projet, aussi par exemple dans le domaine du marketing. On va développer par exemple une nouvelle appli mobile en demandant l'avis de nos clients et on va faire de la co-construction non seulement interne mais aussi en impliquant nos clients. Alors là, votre double casquette, si je puis dire, de marketing et ressources humaines doit effectivement vous servir dans ce type d'action menée ma double casquette, oui, mais aussi votre expérience passée. Oui, tout à fait, mais ce qui est très important, c'est la consistance entre les services et les dimensions de service qu'on offre à nos clients et les valeurs qu'on vit en interne. Et en fait, ça, on peut le faire justement au niveau du comité de direction, en travaillant tous ensemble comme une équipe. Et par exemple, je peux travailler avec mes collègues au niveau de la banque de détail, au niveau de la banque commerciale, pour pouvoir développer les synergies dans les façons de travailler, que ce soit en interne ou en externe. Alors, je reprends un autre tweet qui a alerté mon attention. Vous avez écrit « Être heureux pour travailler ou travailler pour être heureux ?» point d'interrogation. Vous avez soulevé cette question de l'idée que finalement, est-ce que c'est le fait de faire carrière, d'évoluer positivement dans son travail qui peut nous permettre de nous rendre heureux, ou est-ce au contraire parce que nous sommes d'abord heureux, ce qui induit que le bonheur viendrait d'une autre source que du travail, que nous allons réussir professionnellement. Alors, quelle est votre conviction, vous, personnelle ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Et si je reprends l'exemple ING Direct, quand on va recruter un collaborateur, on va bien sûr le recruter pour ses compétences métiers, mais aussi pour les valeurs qu'il a et pour les attitudes et pour ses comportements. Et c'est vrai qu'un collaborateur chez qui on va reconnaître notre goût du challenge, le dynamisme, la proactivité, on va avoir plus envie de le recruter. Un collaborateur et donc un candidat heureux
je pense, sera plus à même de prouver justement son envie d'intégrer l'entreprise. Donc c'est un critère de sélection pour vous? Vous ne recrutez que des gens heureux? C'est pas aussi simple, bien sûr, mais le bonheur transparaît, je pense, y compris dans un entretien de recrutement. Et puis, à contrario, il y a quel est le vécu interne et quel rôle a l'entreprise par rapport au bonheur. Alors, en interne, on préfère parler de qualité de vie au travail, parce que je pense que ce n'est pas la mission de l'entreprise de fabriquer du bonheur. Par contre, la mission de l'entreprise, c'est de créer les conditions pour que chacun puisse bien travailler. Et ma conviction, c'est que... Patrick, justement, excusez-moi, je vous coupe, demande, mais vous allez y répondre. Que fait-on chez ING pour rendre les salariés heureux? Ou en tout cas favoriser effectivement un épanouissement? Voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce que j'allais dire, c'est que quand on a une bonne qualité de vie au travail, on est plus à même d'être performant et de pouvoir contribuer aux résultats de l'entreprise. Donc, un élément important chez nous, c'est la convivialité, la façon de travailler, alors qui peut être vécue au quotidien par des petits événements d'équipe ou d'entreprise, par exemple des grandes soirées festives. Ce qu'on organise aussi tous les ans, c'est un mois de la qualité de vie sur lequel on met un focus un peu plus précis sur ce sujet. Et ce n'est pas seulement sous l'angle ludique, ça peut être aussi la qualité de vie au travail, c'est aussi par exemple le parcours professionnel. C'est est-ce que je peux m'interroger sur mon futur? Est-ce que l'entreprise va mettre à ma disposition des outils pour développer mon projet professionnel? Alors est-ce le cas? C'est tout à fait le cas. Ça, c'est un des grands thèmes alors qu'on avait développé chez ING Direct et qu'on est maintenant en train de transposer chez ING Banque France. C'est l'accompagnement des collaborateurs pour construire leur projet professionnel avec un élément important, c'est de mettre le collaborateur en position d'acteur. Ce qu'on peut offrir chez ING Direct, c'est un environnement qui permet à chacun d'être autonome et de contribuer. Et nous, on fournit des outils, on fournit un encadrement, mais c'est au collaborateur de définir et de mener son projet professionnel. Alors, est-ce qu'il en a l'occasion de le définir, effectivement, et est-ce qu'il est entendu, écouté? Qu'est-ce que vous, chaque année, vous avez un entretien individuel où justement le salarié remplit un formulaire en précisant là où il se voit dans 5 ans, dans 10 ans, comment ça se passe? Oui. Alors, en fait, il y a plusieurs dispositifs. Donc, il y a un entretien, effectivement, avec le manager tous les ans. Enfin, il y a même 3 entretiens chaque année autour des objectifs de l'année, mais qui sont aussi l'occasion de parler plus du long terme. Oui. Alors, chez ING Direct, il y a un formulaire sur la carrière. On est en train de le développer pour ING Banque France. Et puis, il y a aussi des entretiens avec les ressources humaines qui permettent d'approfondir. Et on a aussi d'autres outils, comme par exemple un questionnaire qui permet de cerner les préférences professionnelles en termes de poste et en termes d'entreprise. Et nous, le challenge qu'on a relevé chez ING, c'est d'accepter qu'un collaborateur, il peut être avec nous quelques années, contribuer pleinement, et nous, on l'accompagne dans son développement. Et peut-être qu'un jour, il nous quittera pour devenir un ambassadeur d'ING. Et on sait que toutes les évolutions ne sont pas en interne. Et ça, c'est notre positionnement. C'est exactement justement ce que j'allais vous demander. Le risque à cela pour vous, pour l'employeur, n'est-ce pas justement que finalement vos employés s'étant trouvés, grâce à vos dispositifs, décident que finalement leur place est ailleurs? C'est aussi un risque pour vous? Oui, bien sûr, c'est un risque, mais comme toujours, il y a un risque, il y a une opportunité. Donc le pari qu'on a fait, c'est que quand nos collaborateurs sont motivés et bien accompagnés dans leur travail, ils sont plus performants. Et donc, comme je disais, être bien accompagné, c'est aussi pouvoir penser à son avenir. Et on sait qu'on aura certaines évolutions en interne. Par exemple, en 2012, il y a eu 30 mobilités internes et en 2013, on en a déjà eu 40. Donc, il y a des opportunités internes, mais il n'y aura peut-être pas des opportunités pour tout le monde. Et à ce moment-là, on considère que c'est fair play d'accompagner le collaborateur, de le laisser continuer sa vie professionnelle. Et au contraire, on en est fiers si on a pu l'amener à un niveau... pas forcément à un niveau supérieur d'ailleurs, ça peut être à un autre poste, à une autre étape de son projet. Et puis, ce qu'on espère, c'est qu'il restera ambassadeur d'ING. De garder le lien avec ces effectivement anciens salariés qui deviennent des ambassadeurs. Alors, Laura Jane demande, recrutez-vous beaucoup de jeunes? Visiblement, peut-être, elle est intéressée par intégrer ING. Et est-ce que vous donnez la place aux jeunes? Voilà. Alors, on embauche tout âge, mais on embauche aussi des jeunes diplômés, en particulier sur des postes de chargé de clientèle, qui sont des postes pour lesquels on embauche des diplômés Bac+2 ou licence. Et puis, il peut y avoir d'autres postes, par exemple en marketing ou en informatique, on va chercher des plus ou moins jeunes, mais y compris des débutants, des premières expériences. Alors là, justement, vos besoins là, au sein de ce nouveau
nouveau groupe ING Banque France. Quels sont les postes sur lesquels vous recrutez? Alors aujourd'hui, on a 30 postes ouverts dans différents métiers. On a la chance d'avoir une palette très large de métiers. Donc comme je disais, au niveau commercial, en chargé de clientèle, en informatique, en opérations bancaires, et aussi en marketing, et aussi sur les différents métiers supports de la banque, comme la finance, le risque. Alors, vous pouvez retrouver tous nos postes, si je peux me permettre, sur ingdirect.fr. Ok, donc ça c'est dit. Alors, mais comment maintenant, voilà, vos besoins sont identifiés, comment vous allez trouver la perle rare, ou en tout cas sans chercher la perle rare, le bon candidat? Comment vous procédez pour à la fois dénicher les talents et ensuite les attirer? Alors, on est très présent sur les réseaux sociaux en particulier. Donc, ça, c'est un petit peu notre ADN. Oui, Karine, de vous demander quelles sont vos filières de recrutement et utilisez-vous les réseaux sociaux? Alors oui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Nous, on est très présents. Vous parliez tout à l'heure de Twitter. Il y a un compte Twitter RH aussi, mais on est présent aussi sur LinkedIn. Nos posts sont sur ingdirect.fr, comme je le disais, mais aussi sur différents job boards. Oui. Donc c'est facile de nous trouver en ligne. Vous avez beaucoup de candidatures qui sont faites via les réseaux sociaux, via... Oui, ou alors c'est sur votre site principalement? Comment ça se passe? Alors, on encourage les candidats à nous contacter via notre site. C'est le plus efficace et c'est le plus rapide pour nous en termes de traitement. Donc effectivement, maintenant toutes les candidatures se font sous forme électronique, hein, donc principalement via soit réseaux sociaux, sites ou email. Et donc en fait, pour dénicher la perle rare, ce qui est important, c'est de donner envie de venir chez nous et d'être visible. Donc on a la chance d'être une marque très reconnue, ING et ING Direct pour la banque de détail. On a une marque employeur aussi qu'on promeut. On a été labellisé Top Employeur en 2012 et en 2013. Oui. Donc on met en avant les bénéfices pour travailler chez nous. Alors justement, vous avez parlé de marque employeur, c'est effectivement un nouveau concept qui est né à côté de la marque commerciale. Donc la marque employeur, elle vise à séduire les potentiels candidats, c'est bien cela, alors que la marque commerciale va séduire de futurs clients. Mais j'imagine que l'enjeu finalement pour vous, et comme pour le groupe en général, c'est d'assurer une cohérence entre les messages que transmet la marque commerciale et celle de la marque employeur. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un facteur clé de succès. C'est de vraiment travailler ensemble au niveau ressources humaines, communication et marketing. Et en fait, on retrouve ce dont je parlais tout à l'heure, le parallèle entre les dimensions de service client et les valeurs qu'on vit en interne. De la même façon, quand on communique en tant qu'employeur ou en tant que marque commerciale, on doit avoir une consistance, on doit s'appuyer sur les mêmes valeurs. Après, évidemment, on ne va pas parler des mêmes sujets. Par exemple, au niveau marque employeur, on va parler du management, on va parler de mobilité interne, de recrutement, et puis on va expliquer quel est le vécu au quotidien chez ING. Alors justement, Martin demande quels sont vos arguments pour faire venir les gens chez vous. Vous avez commencé peut-être à y répondre. Oui. Alors, je pense qu'un élément différenciant chez nous par rapport à d'autres banques, c'est que notre taille humaine et notre réactivité permet à chaque collaborateur de vraiment mesurer l'impact de sa contribution aux résultats de la banque et de participer au développement, à la croissance de l'activité et en parallèle de développer son autonomie et ses compétences. Donc ça, c'est vraiment un élément différenciant. D'accord. Alors, on avait une question d'une internaute sur les jeunes. Je crois que l'âge moyen chez ING, alors maintenant Banque France, je ne sais pas, du coup peut-être que la moyenne a augmenté, mais en tout cas chez ING Direct, elle était autour de 33 ans. Donc finalement, un des enjeux, contrairement à vos concurrentes et consoeurs banques plus traditionnelles, hein, je pense notamment à BNP Paribas et Crédit du Nord, puisque j'ai reçu dans cette même émission les DRH respectifs de ces deux entreprises qui me disaient que eux, leur gros défi, c'était d'attirer les jeunes puisqu'ils avaient une grande classe d'âge qui allait bientôt partir à la retraite. Vous, c'est quelque part le problème inversé, c'est-à-dire que vous cherchez peut-être à recruter des profils plus expérimentés? Alors oui, tout à fait. On souhaite recruter des profils plus expérimentés. Et comme je disais tout à l'heure, on est très ouvert en termes de type de profil et l'âge n'est pas un critère.
Alors, pour revenir sur l'âge moyen, effectivement, chez ING Direct, on a 34 ans d'âge moyen, mais chez ING en France, on est maintenant à 36 ans et on a rééquilibré notre pyramide des âges, ce qu'on considère en fait comme un point de force. Puisque les seniors de ING Commercial Banking sont venus renflouer les rangs des petits jeunes de ING Direct. Voilà, et nous, vraiment, pour ING, la diversité et les conditions d'inclusion, c'est un point important, c'est un point qu'on développe en interne et on a la conviction que s'appuyer sur les forces et les différences de chacun, ça permet d'être plus performant. Par exemple, un senior qui va intégrer une équipe plus jeune peut amener l'expérience d'un autre vécu, d'une autre entreprise, mettre en lumière les bénéfices ou les points positifs d'ING par rapport à des jeunes qui, eux, vont arriver avec moins d'a priori, peut-être... Alors, est-ce que justement, vous avez déjà commencé peut-être à mettre en place des programmes de mentoring? C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Moi, on a beaucoup parlé quand je recevais des DRH sur l'aspect important d'avoir un mentor peut-être pour accompagner dans l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez ING? Alors oui, en fait, on réfléchit beaucoup sur le mentoring pour plusieurs... Sous plusieurs angles. Déjà, on accueille beaucoup d'étudiants en alternance. Donc, on a environ 25 alternants chaque année. Donc, chaque alternant a un mentor et est accompagné pendant la durée de son contrat chez ING Direct. Ensuite, on réfléchit aussi au mentoring pour développer les carrières. Alors, en particulier, il y a le thème des carrières au féminin dont on parle beaucoup. Et donc, ça, c'est un sujet sur lequel on travaille avec un réseau interne qui s'est créé cette année sur le thème de la diversité. C'est comment développer un mentoring pour accélérer les carrières. Et en particulier alors des femmes, si je comprends bien. Alors, la question des femmes s'est posée, et donc c'est un des sujets qui est relayé par le réseau interne qui s'appelle Opening. Mais en fait, plus largement, les collaborateurs, justement, ils voient vraiment comme un avantage cette diversité et ils ont envie, enfin ils nous ont demandé au niveau des tables rondes qu'on a organisées de travailler sur tous les types de diversité, justement aussi les âges, le handicap, la diversité de parcours, d'expérience. Alors, de recueillir toutes ces demandes des salariés, j'imagine effectivement que c'est gratifiant pour l'employé, mais est-ce que ça ne génère pas aussi de la frustration? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas tout mettre en place. Comment faites-vous d'ailleurs le tri, la sélection entre toutes ces idées, requêtes de vos salariés? Alors c'est vrai que ça c'est un sujet important, d'autant plus que nous on travaille beaucoup en mode brainstorming, workshop et collaboratif. Et ce qui est important, je pense, c'est qu'à chaque fois qu'on commence un projet, c'est de bien poser le cadre, d'expliquer qu'est-ce qui est permis dans la phase de brainstorming, ensuite comment les choix vont être faits, et les grands choix de l'entreprise sont faits par le comité de direction, donc il y a un moment donné, il faut choisir une direction, et comment ensuite l'accompagnement vers le choix sera mis en œuvre. Et donc, éventuellement, pour les collaborateurs dont les idées n'ont pas été reçues, comment les convaincre que c'est une autre idée et que cette autre idée peut apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, effectivement, on est amené à faire des choix parfois. Alors, Juliette rebondit sur votre mention au contrat d'alternance et pose la question, combien débouche sur une embauche ferme? Voilà. Est-ce que vous avez en tête le chiffre? Je sais que récemment, on vient d'embaucher 3 alternants à Paris. Et il y en avait 4 qui ont postulé. On en embauche aussi beaucoup à Reims. Notre call center est à Paris et à Reims. Donc on embauche régulièrement sur Paris et sur Reims. Je n'ai pas les pourcentages exacts. Bon, alors, la question reste en suspens. Invité 361, un invité qui ne donne pas son nom. En quoi consiste le rôle du DRH au quotidien? Voilà une question assez personnelle finalement. Vous avez parlé de stratégie, d'évolution des carrières, mais alors au quotidien, effectivement, comment organisez-vous votre temps peut-être? Alors, c'est un métier passionnant, le rôle de DRH, parce qu'il couvre énormément d'aspects. Et en résumé, il y a 2 grands aspects. Il y a un aspect qui est de poser le cadre, donc respecter la loi, respecter la législation sociale, gérer les relations avec les partenaires sociaux, s'occuper de tous les aspects, contrat de travail, paye, prévoyance, et accords collectifs. Donc ça, c'est l'aspect technique qu'on a peut-être tendance à oublier, mais l'aspect juridique, technique… Et qui prend
une grande partie de la journée et que j'appelle le cadre un peu. Et puis l'autre aspect des ressources humaines, c'est l'aspect développement. C'est développer les compétences, développer les personnes, développer l'organisation. Et là, on va retrouver le recrutement, la formation, la gestion des carrières, la gestion des talents. Alors, à ce propos, justement, sur cette fonction RH et la vision que vous en avez, vous avez déclaré dans une interview sur un blog, pour que la fonction RH soit stratégique, il est nécessaire d'avoir un apport business au niveau de l'entreprise. Alors, finalement, est-ce que, voilà, là, on a parlé de très belles idées, de faire évoluer les salariés, qu'ils soient épanouis, mais finalement, est-ce que l'idée fondamentale derrière tout ça, c'est une contrepartie du salarié à l'entreprise? Il faut qu'il apporte de la valeur ajoutée, hein, c'est ça la contrepartie fondamentale? Oui, ce qui est important, c'est évidemment la performance de l'entreprise. Et la performance de chaque collaborateur va contribuer à la performance de l'entreprise. Donc effectivement, nous, au niveau ressources humaines, les moyens qu'on met en œuvre, c'est des moyens qui vont permettre aux collaborateurs d'être le plus performants, comme je parlais tout à l'heure, de goût du challenge, donc de proposer des innovations, des nouvelles façons de travailler et d'amener l'entreprise encore plus loin. Effectivement, c'est notre objectif. Et ce qui est important aussi pour une politique ressources humaines, c'est que ce n'est pas seulement la politique du DRH, c'est la politique de l'entreprise, du comité de direction et des managers de l'entreprise. Le DRH travaille main dans la main avec la direction générale, c'est finalement ça que... Et même au-delà de ça, avec l'équipe de direction et les autres managers. On retrouve l'importance de l'esprit d'équipe. D'accord. Alors, peut-être pour terminer, un peu de prospective, hein. S'est tenue la semaine dernière au Havre la 2e édition du LH Forum, hein, conférence mondiale de l'économie positive. Geneviève Boucher, docteur en sciences des organisations, qui est également futurologue, consultante, a eu cette phrase « La loi du plus fort devient la loi du plus adaptable ». Qu'est-ce que cela vous inspire, Muriel Rocher? Alors, vous avez vu que cette phrase m'a plu parce que je l'ai tweetée. Vous l'avez tweetée, tout à fait. Et effectivement, l'adaptation, l'agilité, je pense que c'est vraiment un facteur clé pour le développement des organisations et des personnes dans le futur. On voit maintenant que les choses évoluent très vite. Quand on mène un projet, il faut savoir faire un essai et soit c'est un succès, on continue, soit on a besoin de corriger, eh bien on fait un nouvel essai et c'est comme ça qu'on construit des projets rapides, performants et qui sont bien adaptés aux besoins de l'entreprise ou des collaborateurs en fonction du type de projet. Donc je pense qu'effectivement l'adaptabilité c'est très très important. Donc on l'a compris, vous l'intégrez dans votre démarche des ressources humaines, peut-être en agissant de cette manière comme les anglo-saxons, test and learn, et on continue d'avancer. Et comment favorisez-vous peut-être cet état d'esprit chez vos employés? Effectivement, qu'ils deviennent eux-mêmes de plus en plus adaptables, qui s'adaptent à l'évolution de l'activité. Effectivement, c'est plus que des ressources humaines, c'est vraiment des méthodes de gestion de projet. Donc, au niveau de l'informatique, au niveau du marketing, aujourd'hui, nos équipes commencent à travailler comme ça. On a fait des formations sur ces modes de gestion de projet agiles et on va continuer à promouvoir ce type de travail et à le valoriser. Et c'est aussi le droit à l'erreur et surtout, d'une erreur, on peut apprendre et on peut construire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Muriel Rocher, d'avoir répondu à mes questions et à celles des internautes. La semaine prochaine, je recevrai Franck Bodikian, DRH de Manpower France, challenger d'Adecco en France sur le travail temporaire. À mardi prochain. Communication, marketing.